moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit propos introductif assez court et je vous invite vraiment à réagir et à poser des questions. Peut-être vous me laissez les 5 premières minutes pour introduire, mais vraiment, je vous encourage à poser les questions, à ce qu'on puisse échanger de façon interactive. Il y a également d'autres collègues du Défenseur des droits qui sont là, avec lesquels on pourra aussi échanger, peut-être compléter certains aspects, voilà, si on ne peut pas répondre à toutes les questions. L'idée pour moi de cet atelier, c'est vraiment de pouvoir vous outiller, puis qu'on puisse réfléchir ensemble à toutes les questions qui étaient posées un peu dans l'intitulé de l'atelier. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire un tour de table enfin tour d'écran ou pas? Sinon, si je sais afficher la conversation. Si vous souhaitez, si vous avez des questions particulières, des attentes particulières peut-être et que vous ne souhaitez pas prendre la parole, n'hésitez pas à écrire aussi dans le chat. Voilà, mais on n'est pas très nombreux et nombreuses, donc vraiment, moi, je vous propose que ça soit le plus participatif possible. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous m'entendez pas bien. Ceci étant dit, donc quand on a préparé l'atelier avec Anne, hein, l'idée c'était vraiment Anne me demandait comment est-ce qu'on peut changer les représentations et quels sont les outils, les trucs et astuces qui peuvent être les plus utiles. Alors avant de répondre à cette question, moi j'avais aussi envie peut-être qu'on se demande ensemble finalement, est-ce que c'est vraiment les représentations qu'on veut changer? Alors évidemment, bien sûr, je préférerais que les gens qui font des blagues racistes ou sexistes à la machine à café arrêtent de penser que ces blagues sont drôles, arrêtent de penser que les femmes ne sont bonnes qu'à s'occuper des enfants et que les noirs ont le sens du rythme. Mais en fait, est-ce que vraiment en tant que RH, on voudrait que ces représentations changent, ou est-ce qu'on ne peut pas aussi déjà avoir des objectifs assez atteignables, c'est-à-dire on voudrait surtout que ces comportements n'aient plus lieu, parce que qu'est-ce que c'est en fait nos objectifs? C'est le bien-être, la santé, sécurité au travail. Et je pense que ça, ce sont vraiment des choses qu'il faut qu'on ait tout le temps en tête, notamment dans le métier RH, à relier à nos questions de discrimination et de harcèlement discriminatoire. Et c'est lutter contre les discriminations dans le recrutement. Donc moi, j'avais envie peut-être qu'on explore ces questions-là aujourd'hui ensemble. C'est comment est-ce qu'on peut modifier ces comportements et faire en sorte que les personnes qui sont surexposées aux blagues discriminatoires le soient moins, et comment est-ce que les personnes qui sont surexposées aux discriminations aient des chances d'accès aux emplois égales. Donc pour ça, avant de parler, hein, en préparant l'atelier, on m'a demandé de présenter un peu les outils, les trucs et astuces, et je pense que c'est important, il y en a plein qui existent. Mais avant de parler de ça, moi, je veux quand même insister sur les conditions de réussite de ces deux objectifs à remplir, pour moi, qui sont vraiment la volonté politique. C'est-à-dire que, et en plus, donc si je regarde, hein, vous êtes nombreux et nombreuses à être dans des collectivités territoriales. Si au niveau du maire ou de la maire, et malheureusement, il n'y a que 16% de femmes maires, donc si au niveau du président ou de la présidente du conseil départemental ou du conseil régional, président ou de la présidente de communauté d'agglomération, il n'y a pas une volonté politique forte, eh bien, tous les efforts mis en œuvre par les RH ou les chargés de mission égalité vont être quand même plus compliqués. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des conditions de réussite. C'est comment est-ce qu'on convainc l'exécutif des collectivités et bien sûr les dirigeants des autres employeurs publics de l'importance de mettre en place ces plans d'action. Voilà. Donc, la première condition de réussite pour moi, c'est la volonté politique et c'est convaincre le top management et l'exécutif. Et la deuxième condition de réussite, du coup, c'est de s'appuyer sur un plan d'action. Donc, le plan d'action, en fait, il est vraiment propre en fait à chaque organisation de travail. Donc, ce qui compte, et nous, ce qu'on recommande beaucoup dans nos outils aux défenseurs des droits, c'est de s'appuyer sur des diagnostics. Donc, les diagnostics, il y a maintenant, ces 3, 4, 5 dernières années, énormément de cabinets, d'associations et de professionnels très compétents, capables de mener à bien ces diagnostics et d'élaborer
vraiment des choses assez intéressantes en lien avec les collectivités. Mais ça peut aussi se faire en interne. Ils peuvent s'appuyer sur les outils RH existants. Je pense que dans beaucoup de collectivités, et pour avoir moi-même travaillé dans des collectivités locales, hein, j'ai répondu souvent à des enquêtes sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être au travail. Donc, on peut s'appuyer sur des outils existants en rajoutant quelques questions sur les propos discriminatoires, sur les comportements. Ça, c'est finalement pas très compliqué. Voilà, et puis on peut regarder aussi avec un ensemble d'indicateurs sur lesquels on pourra revenir plus précisément, mais comme ce qu'on fait sur le rapport comparé, le rapport des situations comparées entre les femmes et les hommes, regarder un petit peu, observer quels sont les salaires les plus hauts, qui est au poste de responsabilité, etc. Donc, le diagnostic, encore une fois, vraiment, il est en fonction de la taille de la collectivité et de ses moyens réalisables avec des outils que vous utilisez déjà aujourd'hui, finalement. Euh, une fois ce diagnostic réalisé, il faut formaliser un plan d'action. Et le plan d'action, il est important parce qu'il va permettre de mettre en place toutes ces actions dont on parlera après. Voilà, pour moi, enfin pour nous, un des objectifs principaux, une des choses les plus importantes, une des étapes essentielles, c'est vraiment la formation, la sensibilisation du maximum de personnes. Évidemment, à commencer par le top management. Aujourd'hui, alors il y a des expériences très intéressantes. Hein, par exemple, les ministères sociaux ont mis en place un marché de formation et ils ont des formations à la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes avec des formats adaptés. Par exemple, pour le CODIR, ils proposent, enfin pour le comité de direction, ils proposent d'intervenir 1 heure et demie en comité de direction parce qu'ils savent qu'ils vont pas réussir à bloquer les DG pendant 2 jours de formation. Par contre, les chargés de mission RH, les personnes, les acteurs clés de l'entreprise, on peut leur proposer des formations plus longues, d'un jour, 2 jours. Voilà, donc on peut aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire adapter la formation, la sensibilisation en fonction du rôle des personnes dans l'organisation et de leur disponibilité. Bien sûr, ne pas oublier les représentants et représentantes du personnel, les membres de l'actuel CHSCT, dont j'oublie toujours je crois que ça va s'appeler les CT maintenant, qui ont un rôle important sur la prévention du risque de harcèlement discriminatoire, mais également qui vont avoir un rôle important pour l'accompagnement des personnes victimes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des acteurs clés à former. Encore une fois, ce plan d'action, je pense qu'il s'appuie sur des pratiques RH que vous connaissez bien, qui parlent de santé, sécurité au travail, qui parlent de risques professionnels. Et il me semble vraiment important d'intégrer en fait dans ce que vous faites déjà la question du risque discriminatoire, du risque de harcèlement et d'aborder ces questions du point de vue santé, sécurité au travail. Ça fait partie des obligations légales. De la même façon qu'au service technique, on regarde que l'escabeau qui a été fourni ne met pas en danger la vie des personnes qui vont monter sur l'escabeau. Eh bien, on vérifie qu'on ne met pas en danger les personnes en charge de l'accueil, qu'elles ne sont pas surexposées à un risque de harcèlement sexuel ou harcèlement raciste. Ça fait partie, c'est vraiment des choses qui peuvent être inscrites dans le DUERP, hein, le document unique d'évaluation. Euh, Document, enfin, je pense que les personnes RH voient de quoi je parle, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Euh, voilà. Donc, après, je pense que ça, pour moi, c'est un peu le préalable indispensable. Hein, c'est vraiment la volonté politique, le diagnostic, le plan d'action. Et une fois qu'on a toutes ces grandes lignes, effectivement, il y a plein d'outils qui existent. Hein, et c'était un peu la demande pour animer l'atelier d'aujourd'hui, c'est de voir un peu qu'est-ce qui peut marcher par marché. Alors peut-être avant de rentrer dans ce sujet-là, moi, je voudrais voir si déjà vous avez des réactions ou des questions. Si peut-être il y a déjà des gens qui ont des bonnes pratiques à nous faire, à nous partager, ou au contraire des gens qui ont essayé, qui ont rencontré des difficultés. Si vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous pouvez écrire dans le chat si vous souhaitez, puis je pourrai lire vos commentaires.
Alors, non, ça vous laisse sans voix. Bon, alors, Je me ah, permets, bonjour, c'est peut-être aussi que comme on est face à vous, certains sont aussi impressionnés parce que quand on emploie le terme de bonne pratique, tout de suite on réfléchit, on se dit mais est-ce que c'est vraiment une bonne pratique? Mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes ici qui ont déjà initié des démarches. C'est pour lancer aussi. oui, pardon. Enfin, moi, l'idée, c'est, enfin, comme je vous le disais en début d'atelier, je pense que c'est important que ça soit interactif et parce que je pense que, enfin, je peux parler 1 heure, hein, mais je pense qu'entre vous, vous avez effectivement des choses à présenter et ou même des petites choses. Parce que alors, là, on parle beaucoup. Ce qui est intéressant aussi souvent, c'est que ces plans d'action, surtout dans les collectivités locales, à mon avis, c'est le thème de la journée, ce sont les ressources humaines, mais ça ne peut pas être complètement déconnecté de ce qu'on fait aussi en termes de politique publique. Et souvent, il y a des petites actions. Il y a beaucoup de monsieur et madame Jourdain de la lutte contre les discriminations et de l'égalité dans les actions qu'ils et elles peuvent mettre au quotidien en pratique dans leur politique publique. Voilà, je me souviens quand je travaillais dans une collectivité territoriale où il y avait beaucoup de crèches départementales, où il y avait des crèches qui essayaient de travailler avec la chargée de mission égalité femmes-hommes sur comment sensibiliser à l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. Et ben, du coup, en partant vraiment de la politique publique, et ben, finalement, il y a eu une sensibilisation, une prise de conscience des personnels de crèche sur leurs conditions de travail, sur des inégalités salariales, et il y a eu des actions mises en place RH. Ouais, moi, je peux peut-être commencer pour lancer, justement en rebondissant sur ça. Ça fait 15 ans que je suis dans la fonction publique et 15 ans, évidemment, que je promeus, soutiens et développe des plans d'action. Je me rends compte quand même, prenons cet exemple, qu'il y a le sujet de l'engagement. Donc, si on est tous là, c'est qu'on est très engagé, qu'on y croit aussi, et puis la question du contexte. Donc j'ai en tête par exemple des actions où dans d'autres environnements, d'anciennes collectivités, j'ai voulu aller trop vite pour faire évoluer la question du genre et des métiers trop genrés aussi, et où ça a posé des problèmes, notamment dans le secteur de la petite enfance, ATSEM, auxiliaire de puériculture, etc., parce que éducateur, éducatrice de jeunes enfants, parce que c'était pas encore mûr. Et donc ça, c'est juste une réaction. Et puis après, quand ça a commencé à marcher, je me suis rendu compte de petites choses qui m'arrivaient pas à moi, sauf par les syndicats au bout d'un moment, c'est que finalement, rien n'était prévu pour accepter tous les genres. Et je pense par exemple à des sujets qui ont l'air anodins, hein, mais sur la question des équipements de protection. Donc, par exemple, que les blouses dans le secteur des crèches, il n'y avait pas de commande adaptée pour les hommes, ou que les blousons des gardiennes brigadières de police municipale étaient trop longs. Enfin, vous voyez, donc toutes ces petites choses qui faisaient qu'en fait, on affichait un grand principe, on y croyait tous, et puis en même temps, il y avait le quotidien qui plantait, qui plantait l'affichage, quoi, quelque part, et qui montrait que finalement, on n'avait pas attrapé les choses par le bon bout. Voilà, c'était un témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions? En tout cas, je vous remercie. C'est vrai que c'est très intéressant parce que, enfin, encore une fois, quand je parle je pense que la notion de diagnostic et de plan d'action sont vraiment importantes, nécessaires. Et voilà, d'essayer de repérer ces choses-là. Donc, ça illustre assez bien finalement ces questions-là.
Alors peut-être je vous propose d'avancer un petit peu et d'aller sur la deuxième partie hein, sur laquelle Anne Grillon m'avait demandé d'intervenir, qui était un peu les outils qui existent pour essayer de faire évoluer les choses. Donc moi j'avais beaucoup travaillé sur à préparer en préparant cet atelier, j'ai beaucoup travaillé sur les questions finalement de ce qu'on appelle en droit harcèlement discriminatoire, donc le fait d'être exposé, surexposé à des comportements ou propos hostiles sur un motif discriminatoire, que ça soit l'origine, l'orientation sexuelle, le sexe, le genre, l'identité de genre, etc. Donc, il existe un certain nombre de choses. Moi, je voulais partager avec vous une ou deux expériences ou exemples de bonnes pratiques et j'espère que ça suscitera aussi des réactions de votre part. Un des premiers exemples moi, que je voulais citer, c'était l'exemple de l'ANACT, que vous connaissez peut-être. Donc, l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est un organisme public hein, qui est piloté par le ministère du Travail et qui réfléchit sur l'amélioration des conditions de travail et qui donc travaille beaucoup sur ces questions de risque discriminatoire, de risque du harcèlement discriminatoire et qui l'intègre dans sa politique santé-sécurité au travail. Et l'ANACT a travaillé notamment beaucoup sur le sexisme et ils ont travaillé pour le ministère de l'Intérieur pour développer un jeu de plateau sur le sexisme. Et ils sont allés tester en fait ce jeu de plateau dans plusieurs collectifs de travail. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce jeu de plateau, il a permis en fait, grâce à un outil un peu ludique, de parler au sein du collectif de travail du sexisme dans l'entreprise. Enfin, pardon, là pour le coup, c'était dans des services déconcentrés de préfecture. Donc, il a permis en fait au collectif de travail de se réunir, de jouer à un jeu de plateau plutôt assez rigolo, mais qui évoque les questions de sexisme. Et cet outil est intéressant. Pourquoi? Parce que ça a été beaucoup dit ce matin, et notamment lors de certains ateliers. On est tous et toutes pétris de stéréotypes. Parfois, on peut. Il y a beaucoup de gens qui ont des remarques sexistes ou racistes ou homophobes qui sont souvent plus maladroites que véritablement malveillantes, qui sont sous couvert d'humour. Et c'est parfois compliqué pour les personnes qui reçoivent et qui sont directement visées par ces blagues de faire comprendre au collectif de travail que ces blagues ne sont pas drôles, qu'elles les blessent et qu'elles ont un impact qui est dévalorisant pour elles. L'avantage d'utiliser en fait des jeux, alors que ça soit un jeu de plateau ou ce qu'on appelle les serious games en ligne ou des escape games, il y a énormément de choses qui existent, c'est de passer d'une façon un petit peu détournée pour essayer d'amener le dialogue au sein du collectif de travail et que le collectif de travail puisse réfléchir ensemble sur ce qui est acceptable ou pas. Voilà, pour moi, ça répond à un des deux objectifs des changements des comportements qui sont vraiment le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend la qualité de vie au travail agréable pour tous et toutes. Évidemment qu'on ne va pas arrêter de faire des blagues. Enfin, je veux dire, on ne vient pas au travail pour faire la tête toute la journée, mais juste entendre qu'il y a des blagues qui ne font plus rire, ou qui n'ont jamais fait rire, mais qu'aujourd'hui on arrive à le dire. C'est intéressant, il y a des outils qui permettent d'arriver à ça. Je voulais compléter, mais oui, voilà. Et donc, pour poursuivre cet exemple, je me souviens moi j'ai assisté donc à certains jeux de plateau où vraiment quelqu'un faisait énormément de blagues à caractère sexuel. Donc, si on reprend la définition du code pénal ou du code du travail ou du code des fonctionnaires, et bien en fait, ils se rendaient coupables de harcèlement sexuel. Et le collectif de travail riait beaucoup. Et le fait de jouer à ce jeu a été l'occasion pour beaucoup de femmes et certains hommes de faire comprendre à cette personne que ça les faisait pas rire du tout, que ça les mettait extrêmement mal à l'aise et que c'était vraiment difficile pour elles. Et le type s'en est rendu compte et a changé de comportement. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui savent très bien ce qu'ils font et c'est pas un jeu de société qui vont leur faire changer de comportement, on est bien d'accord. Mais il y a quand même beaucoup de cas où finalement
certains outils peuvent aider à faire prendre conscience de ces problématiques. En tout cas, nous, enfin moi en tout cas à titre personnel, ce que j'encourage beaucoup, c'est le dialogue au sein du collectif de travail. Ce dialogue, il faut aussi le rendre possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'en amont, on ait le plan d'action, la volonté politique, qu'on puisse également être en capacité de recevoir une parole et la dénonciation d'actes plus graves. Donc il faut que les cellules de signalement de harcèlement, par exemple, elles soient opérationnelles, que les victimes, si elles sont victimes d'actes graves de harcèlement sexuel ou plus graves, puissent être reçues, que des enquêtes puissent être menées. Donc voilà, il y a un certain nombre de conditions aussi qui font que ça peut être compliqué de commencer par un petit jeu comme ça si l'administration n'est pas prête derrière à faire face à ce qui risque de remonter. Et alors ça, c'est particulièrement vrai pour les questions d'égalité femmes-hommes. Et après, on pourra compléter sur d'autres critères, mais on a observé, hein, moi j'ai fait beaucoup de formations, d'informations sur le harcèlement sexuel dans des collectifs de travail. À chaque fois, mais à chaque fois, à la fin ou pendant, j'ai au moins une ou deux victimes de harcèlement sexuel qui vient me voir et qui me dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé pour moi dans l'entreprise actuelle. Ça, c'est vraiment le harcèlement sexuel en entreprise et dans l'emploi public est un phénomène massif. Hein, il concerne 20% des femmes. Donc statistiquement, c'est quasiment obligatoire que si on fait une formation, une sensibilisation sur le harcèlement sexuel dans le collectif de travail, il y ait quelqu'un qui vienne après témoigner. Donc c'est pour ça que c'est important que dans le plan d'action, on ait aussi prévu le traitement des plaintes, enfin le recueil en tout cas de la parole de la victime, le traitement des plaintes, la mise en place de l'enquête, qu'on n'ait pas peur de faire des mises à pied conservatoires des auteurs présumés pendant l'enquête, qu'on ait en tout cas un vrai plan d'action construit sur ces sujets-là. Je parle beaucoup, moi j'aimerais bien vous entendre, donc je vois quelques têtes se hocher, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole. Ouais, j'ai entendu une respiration, quelqu'un a peut-être ouvert. Ah bah oui, allez-y. Euh, alors par contre sur Teams, pardon, je suis pas très forte pour donner la. Je sais pas si je dois donner la parole ou je pense que vous pouvez la prendre directement, non? Ah, d'accord, ok. Allez-y. Donc, je sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Guy Bonjour. de Clapton, donc moi, je travaille au centre de gestion du Nord et pendant pas mal de temps, j'avais en charge euh, de tout le service de prévention. Donc effectivement, ce sont quand même des problématiques que vous rencontrez assez fréquemment, notamment lorsqu'il y avait des travails de restitution qui se faisaient en équipe sur ce type de sujet. De paroles qui pouvaient se libérer. Alors, ce qui y arrivait quand même assez fréquemment, c'était quand même des paroles qui étaient recueillies, alors soit par le médecin de prévention, soit par les préventeurs ou les psychologues. Donc ça faisait l'objet finalement de discussions alors, très animes, hein, parce que le but c'était pas non plus pour nous de savoir qui était concerné directement sur ce type de situation. Malheureusement, les constats qu'on pouvait faire, c'est que autant la parole pouvait être dite auprès du médecin, du préventeur et de la psychologue, donc, finalement c'est un premier point, mais souvent il y avait une vraie défiance de la part des personnes en disant, mais surtout, venant parler à personne, vous restez mon interlocuteur, mon interlocutrice, je ne veux absolument pas finalement que ça sorte de ce niveau-là, ce qui était très compliqué pour aider les personnes dans ce type de situation. C'est vrai qu'ils étaient un peu gênés sur le mode opératoire, donc ça c'était et bien souvent, malheureusement, sur des situations qui pouvaient perdurer, on se rendait compte que finalement, la personne qui était victime le devenait doublement, parce que finalement, sa plainte, bien souvent, n'était pas entendue, elle n'était pas prise en compte. Et je veux dire, bien souvent, le seul échappatoire pour ces personnes-là, c'était une mutation de notre collectivité, ou parfois un arrêt très long, qui finalement n'aboutit pas. C'est un sujet en plus qui, pour nous,
Finalement, ce qu'on a pu voir, c'est difficile aussi de l'étayer de manière statistique. Je dirais dans des collectivités, dans des petites collectivités, dans des collectivités finalement de taille moyenne, finalement peu d'agents, tout le monde se connaît. C'est peut-être parfois encore plus difficile parce que, on va dire, c'est un petit monde et parfois le monde professionnel est également le lieu de résidence, le lieu de vie où finalement il y a beaucoup finalement de relations autres que où le personnel, le professionnel finalement s'imbrique beaucoup. Et ça peut mettre véritablement, et nous on a eu vraiment des cas de personnes qui étaient véritablement en difficulté parce qu'elles se retrouvaient finalement complètement recluses chez elles, de peur non seulement d'affronter le regard des autres dans leur travail, mais également en sortant de leur maison parce que c'était également leurs collègues et des personnes qui finalement elles avaient dû subir des choses sur le travail. Donc c'est vrai que c'est une vraie difficulté finalement. Bon, c'est pas un témoignage, je dirais, positif quelque part. Alors, heureusement, il y a d'autres situations qui ont pu être débloquées, mais ça, c'est quand même un sujet qu'on n'avait pas pu rencontrer malheureusement. Alors, je vous remercie. Je trouve que c'est un témoignage très intéressant parce qu'il soulève des problématiques très importantes. C'est-à-dire et c'est pour ça, moi, quand on m'a demandé d'animer cet atelier en disant quels sont les outils qui marchent, je dis ça dépend. Ça dépend pourquoi? Ça dépend de la taille de l'administration, ça dépend de la culture de l'administration, ça dépend d'énormément de choses. Vous soulevez la question de l'anonymat, effectivement. Hein, moi, je connais bien la territoriale. Effectivement, souvent, on travaille au même endroit, les collègues sont les amis, c'est les administrés qu'on voit au guichet, on les voit aussi à la sortie des enfants. Enfin voilà, donc tout est imbriqué, c'est très complexe. C'est pour ça qu'on recommande quand même vraiment, encore une fois, hein, je reviens aux procédures, mais je pense que c'est vraiment essentiel. C'est comment on réfléchit les procédures en cas de harcèlement, qu'il soit harcèlement discriminatoire, harcèlement sexuel, qui fait l'enquête. Alors, quand la collectivité a de l'argent, le mieux c'est d'externaliser. Quand on internalise l'enquête, comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a un enjeu de formation qui est vraiment incontournable, c'est-à-dire que ça ne peut être que des personnes formées et super formées. Après, même si on est super formé, enquêter sur son meilleur ami, évidemment, c'est très compliqué. Donc, on a des exemples de bonnes pratiques. Hein. Le ministère de la fonction publique fait un rapport tous les ans. Et on a vu, par exemple, alors il faudrait que je vous retrouve, je ne sais plus dans quelle région c'est, mais une collectivité de taille moyenne a passé une convention avec un hôpital. Et l'idée, c'est que donc les enquêtes sont internes, c'est-à-dire que ce sont des agents et agentes internes qui font partie de la commission d'enquête, sauf que les enquêteurs et enquêtrices de la mairie enquêtent dans l'hôpital et les enquêteurs et enquêtrices de l'hôpital enquêtent dans la mairie. Voilà. Ça, par exemple, c'est un exemple de bonne pratique. C'est-à-dire que oui, alors ils vont peut-être se connaître dans d'autres biais, mais enfin, c'est pas des collègues du quotidien et donc ça permet d'avoir plus de recul sur la situation. Et finalement, quand on enquête aussi sur un collectif de travail ou des conditions de travail qu'on connaît moins bien, on va avoir plus de recul au-delà du fait qu'on connaît moins bien les personnes. Donc ça peut faire partie aussi d'un exemple de bonne pratique. Et ça me fait penser aussi ce que vous disiez tout à l'heure quand je parlais des formations sensibilisation. J'ai essayé de citer les acteurs clés hein, de l'organisation du travail. J'ai parlé évidemment des RH, des managers, des représentantes du personnel. J'ai oublié les médecins de prévention et l'ensemble des agents qui travaillent, enfin des préventeurs, préventrices, qui sont aussi des personnes qu'il faut former. Voilà. Après, vous soulevez également la question des personnes qui finalement font connaître leurs difficultés, mais à des médecins ou à des personnes de confiance. Ça peut être aussi les assistants et assistantes de services social, mais qui ne souhaitent pas forcément porter plainte. Rien n'empêche, même s'il n'y a pas de plainte, qu'elle soit déposée au pénal ou de plainte déposée en interne, rien n'empêche le médecin d'appeler le DGA concerné, ou la DGA, et de lui dire, écoute, je ne te dirai pas de qui il s'agit, mais moi j'ai entendu qu'il se passait ça dans ton service. Les propos sont étayés.
je te suggère de faire une enquête, je te suggère de former tes managers, je te suggère de reprendre la moindre blague sexiste. Enfin, voilà, il peut, ou raciste, ou voilà. Il peut, quand même se passer des choses euh, tout en respectant l'anonymat et la volonté de la personne. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande. Mais merci beaucoup d'avoir pris la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient? Alors, je vois dans le chat, je vais lire du coup. Bonjour. Au-delà des réactions qui sont parfois difficiles à exprimer par les personnes directement visées par les propos sexistes ou racistes, les réactions des personnes témoins de ce type de propos n'est-elle pas fondamentale en matière de soutien? Ne serait-il pas intéressant d'encourager ces prises de parole comme une piste de bonne pratique? Alors, merci beaucoup, Bruno invité. C'est comme ça que le nom apparaît. Effectivement, je pense que sensibiliser les témoins, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est plus facile de réagir quand on n'est pas soi-même visé par un propos sexiste ou raciste, parce qu'on a plus de recul, on est moins dans l'émotion. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une piste très intéressante. Encore une fois, il y a énormément d'outils de sensibilisation, de formation. J'ai cité le jeu de plateau de la NAC tout à l'heure. Je voudrais citer aussi, il y a un OPCA, enfin, qui est maintenant un OPCO, qui a créé une application qui est très facilement téléchargeable, qui permet en fait d'être dans la peau d'un témoin, d'une témoin qui suit en fait une femme qui est victime de harcèlement sexuel et de différents faits, et qui permet aussi d'essayer de se projeter sur comment je pourrais réagir. Voilà. En tout cas, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant quand on est dans la formation, la sensibilisation, déjà de ne pas faire tout poser, toute la responsabilité sur les victimes. Les victimes, déjà, il faut qu'elles se débrouillent avec ce qu'elles ont reçu comme insultes, comportements, propos hostiles. Bien sûr, responsabiliser les auteurs. Mais c'est vrai que les témoins, un peu comme ce qui est fait pour les campagnes de harcèlement scolaire, finalement, les témoins, en ne disant rien, finalement, on a une espèce d'acteur passif de ces harcèlements. Donc, je pense que c'est une piste importante. Du coup, bonjour, Olivier Joctor-Branzier, directeur santé prévention de Montpellier Métropole. J'ai une question du coup, parce que là, ça repose quand même sur la volonté des agents de vouloir dire les choses. Moi, j'ai des situations où parfois les agents disent qu'ils veulent informer l'assistante sociale, par exemple, mais ils veulent pas que ça remonte. Donc, est-ce que juridiquement, dans notre obligation de santé-sécurité, on a des outils où on peut dépasser ce problème-là? Parce que sans l'accord de la personne à communiquer, ensuite on va être sur une présomption, un risque de diffamation si on fait une enquête. Voilà, c'est la question, elle est à la fois la protection de l'agent, mais au niveau juridique, est-ce qu'on peut forcer les choses, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, je ne suis pas juriste. Moi, je ne vais pas vous faire une réponse. Enfin, je pense qu'effectivement, il faut échanger avec le service juridique. Encore une fois, hein, je le disais, je pense qu'on peut tout à fait, sans faire une enquête, enfin voilà, sans dire bah, Madame X fait part d'un harcèlement sexuel de la part de Monsieur Machin, mais pour l'instant, elle souhaite pas qu'on enquête sur ce harcèlement sexuel-là en particulier. Rien n'empêche également de faire un audit plus général d'un service en particulier ou de l'ensemble de la collectivité. Enfin, ça peut être le moyen. Après, je parlais, et excusez-moi, je suis un peu en boucle, mais pour moi, il y a des conditions de réussite qui sont incontournables. C'est-à-dire que, excusez-moi, et vraiment encore une fois, là, je vous parle en tant qu'ancienne agente territoriale. Comment moi, je vais un jour dénoncer un harcèlement sexuel si quand je prends l'ascenseur avec le maire, il me fait des remarques sur mon décolleté? Et là, je vous parle, hein, je vois des gens qui hochent la tête, hein, des femmes, bon voilà. Non mais, non mais à un moment, il faut une volonté politique forte, une exemplarité du top management et une tolérance zéro à l'égard de ces comportements. Effectivement, si ces conditions ne sont pas réunies, on peut comprendre que certaines personnes aient du mal à se dire je vais aller saisir la cellule et l'enquête va être faite et bien faite.
Et du coup, je préfère me taire parce que j'ai peur. Donc ça, effectivement, si enfin, c'est des conditions de réussite incontournables. Alors, j'ai pas la solution hein, pour si le maire continue à faire des blagues sexistes dans l'ascenseur. Voilà. Mais peut-être c'est le premier qu'il faut former, sensibiliser avant de mettre en place le plan d'action. Je ne sais pas. Non, mais pas. Bon, voilà. Alors, je vais un peu dans l'extrême, mais je pense que c'est important vraiment de se rendre compte que effectivement, il y a énormément de gens de très bonne volonté dans les collectivités qui souhaitent protéger et qui sont très démunis quand ils se retrouvent face à ce genre de situation où une personne parle de harcèlement discriminatoire, hein, quel que soit le fondement sexuel ou racial ou d'orientation sexuelle, et qu'on se sent peu soutenu par la hiérarchie. Donc ça fait vraiment partie des outils incontournables. Après, il peut y avoir aussi des stratégies, il peut y avoir des élus plus ou moins allant sur la question qui vont aussi aller comment orienter le maire ou la maire ou le président, la présidente de la collectivité. Mais pour moi, ça c'est un préalable qui est vraiment incontournable. Oui, moi j'avais une petite question. Samantha Arbetier, je suis du Centre de gestion du Nord. On travaille actuellement sur le dispositif des signalements et je voulais rebondir par rapport là, par exemple, comme vous le disiez, au maire qui va faire des petites blagues un peu sexistes. Moi, je m'aperçois beaucoup aussi qu'il y a une espèce de résignation de la personne qui va en être victime, dans le sens où de toute façon, je ne peux rien faire. Et de l'autre côté, si un témoin va s'offusquer de cette blague, d'avoir un maire qui va dire oh oui, j'ai l'impression qu'on n'a pas, en tout cas, il n'y a pas une définition commune des agissements sexistes et il y a des jauges qui existent et parfois la personne qui va faire des blagues est un peu choquée parce que les autres sont choqués. Voilà. Et du coup, est-ce que les sensibilisations, c'était ma question, permettent de remettre cette définition d'agissement sexiste à niveau, ou alors est-ce que ça permet juste de s'en approcher? Alors, il n'y a pas de définition commune dans le sens. Pour moi, il y a deux choses. Il y a merci pour votre question, hein, je la trouve très intéressante. Il y a la loi quand même. Et la loi, moi, je la trouve très intéressante. Donc, elle définit ce que c'est qu'un agissement sexiste et elle définit ce qu'est le harcèlement sexuel. Et dans ces deux définitions, je ne vais pas vous les réciter par cœur, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle s'appuie. Elle définit, hein, donc le harcèlement sexuel, c'est des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont pour effet de provoquer chez la personne un sentiment de dégradant, humiliant. Ah là là, excusez-moi, j'en perds mes mots, j'ai plus la définition sous les yeux. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi, elle s'intéresse pas à ce qu'a l'auteur dans la tête, elle s'intéresse à l'effet que ça produit sur la victime. Et moi, je pense que ça, et en général, les bons et bonnes formatrices sur ces questions-là vous le disent. On s'en fiche complètement que c'était de l'humour et que vous croyez pas vraiment que Jacqueline, elle est pas drôle parce que je sais pas quoi. Voilà. On s'en fiche que crier, que dessiner un pénis sur le mur, c'était juste drôle, machin, et que vous pensiez pas à mal. Ce qu'on vous dit, c'est que Jacqueline, elle ne le supporte pas. Et ce que vous devez entendre, c'est que Jacqueline ne vous le supporte pas. Et en plus, la loi le dit. Encore une fois, voilà, ça c'est la loi. Donc après, je pense que la formation, la sensibilisation, rappeler la loi, rappeler le droit, c'est très important. Hein. Souvent, on commence nos formations, on dit alors à votre avis, qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel? Les gens nous disent une main aux fesses. Alors non, une main aux fesses, c'est déjà une agression sexuelle. Enfin, voilà, les gens méconnaissent le droit et ont tendance à sous-estimer. Mais c'est normal, on a tous et toutes grandi. Voilà, enfin j'ai pas vu, mais apparemment, il a été diffusé récemment des images là de Pepita, qui était une animatrice de jeux télévisés, une femme noire dans les années 90, qui subissait en fait un racisme. Voilà, on a grandi avec cette télé-là, avec ces blagues-là qui à un moment faisaient rire ou sourire certains ou certaines d'entre nous ou nos parents.
Voilà, on va pas tout déconstruire d'un coup. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a un texte qui protège. Ces textes sont méconnus, donc c'est pour ça que pour moi, la formation, la sensibilisation, elle est indispensable. Même si c'est 2 heures en codir, elle est indispensable. Et vraiment de rappeler que euh, pour, je pense qu'il y a un pourcentage de malveillants. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont fondamentalement racistes, sexistes et qui appuient où ça fait mal et qui savent qu'ils font du mal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'effet que provoque leur. Moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle, mais voilà. J'ai une copine, elle me raconte, dans son collectif de travail, ils ont un collègue, Cheng, qui est chinois, et alors, elle adore lui faire des blagues sur le fait qu'il mange son chien. Et puis, elle me raconte ça. Alors, je lui dis, mais Julie, c'est quand même extrêmement déplacé comme plaisanterie. Elle me dit, non, non, mais il rigole avec nous. Je dis, bah, évidemment qu'il rigole avec vous. C'est le seul chinois du groupe, il va pas se désolidariser. Je lui dis, un jour, tu vas seul avec lui, demande-lui. Alors, elle revient la semaine suivante. Elle me dit, bah ouais, je suis allée voir Chung, j'ai déjeuné seule avec lui et je lui ai demandé si ça le faisait rire, les blagues sur le fait qu'il mange son chien. Il m'a dit, bah non, pas du tout. Et qu'il était très content qu'elle lui pose la question. Et voilà, et du coup, bah, elle a pu en discuter dans son collectif de travail et ils ont arrêté de faire des blagues racistes là-dessus. Et voilà, donc évidemment, il y a un moment où, comment il y a la loi, enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas malveillantes qui vont arrêter, puis il y a des personnes malveillantes, soit elles vont comprendre qu'il y a un enjeu juridique, elles vont arrêter, soit elles vont pas arrêter, puis ça va aller plus haut. Mais voilà. Je voudrais donner la parole à ma collègue Émilie, je pense qu'il va pouvoir compléter aussi, parce qu'il travaille plus sur les aspects liés à l'origine. Donc, vas-y Émilie, je crois que tu peux y aller. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Merci Clémence. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Émilie Bourgeat et je suis chargée de mission au sein de la même direction que Clémence Armand, en charge plus précisément des discriminations liées à l'origine et à la religion. Et en fait, je voulais juste compléter ce que venait de dire Clémence, qui est important et justement qui est effectivement, il existe, il y a le droit et dans cette lutte contre les préjugés et cette sensibilisation du personnel et des différents échelons aussi du personnel. Il y a aussi, c'est important de rappeler aussi les définitions légales en fait des phénomènes discriminatoires ou des agissements, que ce soit sexistes, racistes, etc., auxquels peuvent être confrontés les salariés. C'est-à-dire que c'est pas rappeler simplement qu'il peut y avoir des propos malveillants, c'est rappeler qu'est-ce que ça signifie juridiquement le harcèlement, quelles sont aussi les différentes formes de harcèlement, notamment avec le harcèlement d'ambiance. Donc, juste pour revenir rapidement dessus, c'est aussi rappeler dans les séances de formation que le harcèlement discriminatoire, donc bien de le distinguer du harcèlement moral, que ce harcèlement discriminatoire aussi maintenant peut être constitué en un seul acte. C'est-à-dire que, donc, toujours ce que soulignait Clémence tout à l'heure, qui est très très important, c'est que, en gros, tout ce qui est sous couvert de blagues, etc., peut être jugé judiciairement comme extrêmement grave. Une simple alors, des fois c'est pas forcément une blague, mais un simple propos ou agissement raciste ou sexiste peut être jugé suffisamment grave pour constituer un harcèlement discriminatoire. Je vous donne juste un exemple, par exemple, sur lequel le défenseur des droits était intervenu, qui était un salarié qui est arrivé donc sur son lieu de travail et il s'est retrouvé face à une affiche avec un primate dessus et son prénom sous l'affiche. Et ça a été jugé suffisamment grave, effectivement, pour constituer une forme de harcèlement discriminatoire. Donc ça, je pense qu'il y a plein de personnes, de salariés, qui peuvent parfois avoir l'impression d'avoir juste été exposés à un fait qui est pourtant extrêmement grave, de dire mais ça n'a pas été répété, que je peux rien en faire, etc. Et donc d'avoir cette forme de résignation. Mais en fait, il existe un cas législatif là-dessus qui punit en fait ce genre d'acte et gravement puisque ça constitue un harcèlement. Il y a d'autres formes aussi où parfois les salariés n'ont pas forcément l'impression ou de la connaissance, pardon, d'être dans un cas qui peut être puni par la loi. C'est le fameux, ce qu'on appelle le harcèlement d'ambiance, où la personne ne se sent pas visée directement, mais par exemple, je donne l'exemple d'une femme, par exemple, qui va être souvent, c'est dans des milieux, par exemple, à dominante masculine, des milieux professionnels, où il va y avoir un échange c'est un cas qu'on a eu, par exemple, de contenu, de blagues sexistes, de contenu pornographique, etc., qui vont être
qui ne sont pas destinées directement, mais qui vont circuler dans les mails en interne, etc., et auxquelles elle va être exposée, ou des affiches, etc., avec des filles plutôt dénudées ou dans une position sexiste, etc. Bah, tout ça constitue un harcèlement d'ambiance, sexuel d'ambiance, et donc peut-être puni par la loi. Donc il y a la sensibilisation, c'est notamment sensibiliser aux préjugés, sensibiliser au cadre aussi législatif qui existe et à ces différentes formes d'agression, de harcèlement, etc., qui peuvent être punis. Et pour terminer, je renvoie juste à un dernier élément sur lequel, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien, parce que moi je vois l'image, elle est gelée, donc vous m'entendez? On t'entend très bien, ouais. Ah, et un dernier point sur lequel je voulais insister, mais c'est ce que disait Clémence tout à l'heure ou d'autres intervenants et intervenantes, c'est l'importance effectivement de toutes ces micro-agressions qui justement sont difficiles, qui sont sous couvert de blagues, etc. Et qui peuvent être un peu une sorte qui couvre en fait derrière des choses un peu plus graves. Donc c'est des choses qu'on peut observer notamment en tant que témoin. Il faut être particulièrement attentif parce qu'on montre nous dans nos études que généralement ces micro-agressions, ces blagues, etc., la machine à café, tout ça, généralement accompagnent des discriminations ou des formes de harcèlement discriminatoire beaucoup plus graves. Donc, notamment pour le personnel RH ou même pour d'autres salariés qui peuvent en être témoins, c'est aussi donc sensibiliser non seulement sur les stéréotypes, mais aussi sur le fait qu'une blague, déjà, elle peut blesser en soi, mais que derrière, elle est souvent le paravent, ou en tout cas quelque chose de la haut de l'iceberg qui dissimule d'autres formes de discrimination. Pour donner un seul chiffre, dans le dernier baromètre sur les discriminations dans l'emploi, qui a été publié par le Défenseur des droits, on voit qu'il y a seulement 0,1% des discriminations qui arrivent seules, c'est-à-dire sans autre forme de comportement hostile. Et que donc pour l'extrême, la quasi-totalité des autres, ça s'accompagne de propos discriminatoires, ou de propos racistes, sexistes, etc., ou même de situations de dévalorisation, que ce soit du travail, des compétences et j'en passe. Voilà, merci. J'espère que j'ai pas été trop longue, mais c'était pour. Merci Émilie, mais ouais, c'est vraiment des choses que j'avais dit en introduction, hein. C'est pour moi l'objectif il est double. Non non mais c'est bien qu'on se répète, hein. C'est le bien-être au travail, donc cesser effectivement ces micro-agressions, mais évidemment lutter contre les discriminations et que chacun et chacune ait un accès, enfin, ait les mêmes chances d'accès au même poste. Et effectivement, l'un et l'autre se nourrissent. Il y a Monsieur De Cloquement, j'espère que je prononce bien votre nom, qui souhaitait intervenir aussi. Allez-y. Oui, tout à fait. C'est aussi pour rebondir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Oui, allez-y. Ouais, tout à fait. C'était aussi pour rebondir, enfin surtout tout ce qui a été, enfin vraiment tout ce qui a été dit, avec aussi quand même aussi une vraie difficulté finalement dans le traitement des sujets, notamment sur toute la chaîne hiérarchique. Effectivement, on peut trouver parfois finalement des solutions lorsque les choses ne se passent pas à un niveau trop important, on va dire que c'est comme ça. Là, en général, on arrive à trouver des modes d'intervention, des modes opératoires, mais il est clair que je reprenais l'exemple des petites collectivités. Bon, lorsque finalement la personne qui est concernée, ben, c'est le DGS qui encadre une cinquantaine de personnes, voire un élu finalement qui est l'intervention directe, ça devient excessivement compliqué finalement pour intervenir pour intervenir par ce biais-là. Et en général, je veux dire, bon, les affaires aboutissent tout simplement lorsque, par voie de presse, on se rend compte que telle personne ou telle personne finalement a été condamnée sur des faits de harcèlement. Ce qui reste quand même assez marginal. Alors en même temps, quelle est la réalité des choses? C'est difficile à voir. Et là aussi, c'est quand même aussi un vrai sujet. Je pense qu'il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place, par exemple, dans des grandes entreprises comme dans des grandes collectivités, parce que finalement, le nombre, la masse fait qu'au final, la prise en charge s'avère peut-être plus facile, enfin peut-être plus facile. Moi, les démarches peuvent être portées peut-être plus facilement. Là, finalement, dans des structures plus petites, ça peut devenir un peu une espèce d'effet, une espèce de cocotte minute, enfin, dire quelque chose, une espèce d'entre-soi
qui rend difficile une parole plus libre, une parole un peu plus libérée. Et c'est vrai que les préconisations de dire, effectivement, on essaie de travailler sous couvert d'anonymat, je dirais, collectivité, enfin moi j'ai des exemples en tête, vous avez 30 ou 40 personnes, dès lors qu'on va décrire la situation tout de suite, on dira oui, c'est Madame Untel, Madame Untel qui est concernée. Et là, quelque part, même pour le médecin de prévention, même pour les professionnels de santé qui interviennent, c'est très difficile finalement d'intervenir. Surtout lorsque finalement leur premier interlocuteur, c'est peut-être la personne qui finalement, personne à qui on peut reprocher des faits. Donc là aussi, ça devient déjà un obstacle finalement à l'intervention. Alors vous verrez, il y a pas mal d'enquêtes sur les questions de harcèlement sexuel plus particulièrement, où effectivement on essaye d'identifier les conditions de travail qui surexposent. Et effectivement, le fait d'être dans une petite structure surexpose, ou en tout cas la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une toute petite structure, que c'est vraiment au niveau du top management que ça se passe et qu'on a peu de ressources. Moi, je pense que la question de la mutualisation, c'est une vraie piste. Voilà, la mutualisation entre petites collectivités de cellules d'enquête. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire, mais effectivement, il y a des solutions très difficiles, des batailles juridiques longues et douloureuses pour des victimes. Voilà, donc il y a, je pense, voilà, et je vais le redire encore, des vrais enjeux de formation, de sensibilisation de l'ensemble de ces acteurs clés de l'administration pour essayer de réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, alors je vois dans le chat, là, je vous lis ce qui a été écrit, ce que je trouve intéressant. Ce sujet ne devrait-il pas être intégré de manière forte dans les thématiques de l'agenda social afin d'en faire un enjeu fort de dialogue social au sein des collectivités? Alors oui, tout à fait. Je pense en effet que les représentantes du personnel ont un rôle très important à jouer. Je pense que c'est vraiment, et je l'ai dit au début, mais des acteurs clés à former, sensibiliser, accompagner. Et que voilà, tous ces plans égalité femmes-hommes et ces plans de lutte contre les discriminations peuvent faire l'objet du dialogue social. Encore une fois, et aujourd'hui on est principalement avec un public de RH. Moi, je pense que lutter contre les discriminations, ça s'inscrit pleinement en fait dans les métiers, dans les politiques RH. Et il y a énormément d'outils et de pratiques professionnelles existantes qui permettent d'intégrer ces questions-là. Vraiment, toutes les réflexions autour de la qualité de vie au travail, de la santé-sécurité, sont des outils qui permettent d'intégrer ces questions-là et qui doivent intégrer ces questions-là. Voilà. Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore intervenues qui souhaiteraient peut-être s'exprimer dans le chat ou à l'oral? Émilie, tu as toujours la main levée virtuellement. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Non, désolée, j'ai oublié de désactiver. Enfin, pour moi, c'est pas activé, donc il faut que je les désactive, pardon. C'est bon. Non, mais nous découvrons encore ensemble un nouvel outil de visio. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques ou questions ou interventions? Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant parce qu'on n'a pas forcément les réponses à tout, et notamment des situations qui peuvent être très compliquées. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il existe de plus en plus d'outils pour outiller les collectivités. Il y a quand même de plus en plus d'exécutifs qui se saisissent de ces questions-là, qui mettent en place des choses. Et puis alors, on a Cindy Traoré qui dans le chat propose une intervention. La question de la lutte contre les discriminations doit à la fois nourrir les politiques RH et plus largement colorer une démarche de QVT. Oui, oui, c'est vraiment, merci, un peu le sens de mon propos, c'est de dire, voilà, on se répète un petit peu, mais lutter contre les discriminations, lutter contre le harcèlement discriminatoire, c'est favoriser la qualité de vie au travail, et ça fait partie pleinement des politiques de santé sécurité au travail. Ça, c'est pour moi une évidence.
Ouais. Donc voilà, mais de la même façon qu'un accident grave du travail provoqué par le fait qu'on ait donné un outil défectueux à je sais pas, à un agent de la voirie pour travailler, l'employeur peut être mis en cause. Et ben c'est pareil pour un harcèlement sexuel qui va conduire à un arrêt maladie et à une dégradation de l'état de la victime du harcèlement. Donc on a encore aujourd'hui un peu du mal à faire le lien. On a tendance à sous-estimer et à les impacts que peuvent avoir ces harcèlements, mais c'est la même responsabilité de l'employeur. Voilà. Moi, je pense qu'en conclusion, je voulais vraiment redire, et pardon de me répéter, mais et Émilie l'a dit aussi, mais je pense qu'on a vraiment deux objectifs qui doivent un peu nous guider quand on essaye de construire ces plans d'action. C'est la qualité de vie au travail, le bien-être, faire cesser les harcèlements et micro-agressions. Et c'est pouvoir donner un accès égal à l'ensemble des postes à toutes les personnes et lutter contre les discriminations pour pouvoir accéder à n'importe quel type de poste que l'on soit, quelle que soit l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle des personnes. Et ces deux objectifs-là doivent toujours être se nourrissent l'un l'autre finalement. Bon, ben écoutez, merci à toutes et tous pour ces échanges qui étaient très riches et très intéressants. Merci pour vos témoignages aussi. Si vous souhaitez, le Défenseur des droits a produit énormément d'outils pour les collectivités territoriales et les employeurs publics en général, qui se retrouvent assez facilement sur notre site internet. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou à demander aux organisateurs, organisatrices mes coordonnées pour que je puisse répondre si vous avez des questions plus particulières. On prendra le temps de répondre et de vous envoyer les documents nécessaires. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.